On continue avec le cours et nous allons aborder le mésothélioma. Il s'agit d'une tumeur maligne intéressant la plèvre. Le mésothélioma malin pleural est la tumeur pleurale primitive la plus fréquente. Il représente 2 à 3 000 cas par an aux États-Unis. Alors, le pic d'incidence se situe dans la 6e décennie de la vie. Les hommes sont le plus souvent les plus touchés dans une proportion de 5 à 1. Alors, cette pathologie résulte de l'exposition à l'amiante. L'exposition à l'amiante est le facteur causal dans 85% des cas et la période de latence entre l'exposition et le développement de la maladie se situe autour de 15 jusqu'à 50 ans. Alors, il existe une variante bénigne du mésothéliome. C'est pourquoi on parle de mésothélioma bénin, pas vrai? Celle-ci, cette pathologie, évidemment, n'est pas associée à l'exposition à l'amiante. Alors, il existe d'autres causes, je dirais, d'autres facteurs pouvant entraîner cette pathologie. Il s'agit évidemment de la radiothérapie, des fibres qui ne sont pas amiantées, mais des fibres, je dirais, minérales, dont l'exposition peut entraîner aussi le mésothélioma et l'exposition au virus simien 40. Alors, quid de la présentation et du diagnostic? La dyspnée est le symptôme le plus fréquent. On peut trouver aussi la douleur thoracique, qui constitue un facteur initial de mauvais pronostic, car elle traduit le plus souvent une évasion de la paroi thoracique. On peut trouver aussi une diminution du murmure vésiculaire, une matité, une expansion thoracique limitée aussi peut être retrouvée. Alors, on peut retrouver aussi des masses de la paroi thoracique au niveau des sites de biopsie. La tomodensitométrie permet de réaliser le diagnostic et le staging en fournissant des informations sur les atteintes ganglionnaires et les métastases qui ne peuvent être pas visualisées. Alors, je parle aussi du PET scan qui est capable de visualiser et les métastases. L'imagerie par résonance magnétique peut être aussi utile pour déterminer les évasions transdiaphragmatiques. Le mésothélioma malin peut se présenter sous forme d'épanchement pleural, d'un espécissement pleural discret, de masse pleurale distincte, de coque pleurale épaisse, confluente, englobant la totalité du poumon. Alors, la cytologie du liquide pleural n'est diagnostique que dans 30 à 50% des cas. On peut trouver des taux élevés d'acide hyaluronique dans le liquide pleural, qui est évocatrice de cette maladie. Ouais. La biopsie par thoracoscopie est le plus souvent réalisée et beaucoup plus facile à réaliser que la biopsie percutanée à l'aiguille. Ouais. Alors, la thoracoscopie constitue l'approche privilégiée pour obtenir des tissus en vue d'établir le diagnostic définitif. Ouais. Alors, l'emplacement de l'incision doit être soigneusement planifié pour permettre une résection ultérieure. Alors, cette pathologie représente dans 2 tiers des cas, présente dans 2 tiers des cas une association à un meilleur pronostic que le mésothélioma sarcomatoïde et biphasique. Alors, le mésothélioma peut être classifié en 2 grandes sous-catégories. Évidemment, celle que je viens de citer, ayant le mauvais pronostic, et il peut y avoir aussi une association des deux, c'est-à-dire la forme mixte. Alors, pour être classé comme mésothélioma biphasique, le tissu doit être composé d'au moins 10% de composantes
épithélioïde et sarcomatoïde. Dans ce cas, on parle de mésothélioma et biphasique, pas vrai? Il n'existe pas de système de stratification universellement accepté pour le mésothélioma. Les deux systèmes les plus couramment utilisés sont la classification TNM et le staging du Brigham and Women's Hospital. Alors, la classification TNM est ainsi présentée. Je sais que vous êtes habitué avec cette classification. T, la tumeur, pas vrai? N, les ganglions, et M, les métastases. Alors, la tumeur primitive, c'est T, TX, la tumeur primitive n'est pas évaluée, T0, aucun signe de tumeur primitive, TIS, carcinome in situ. Alors, ainsi de suite, la tumeur atteint la plèvre, T1, la tumeur T1A atteint la plèvre pariétale homolatérale, la tumeur T1B atteint la plèvre pariétale homolatérale avec atteinte focale de la plèvre viscérale. La tumeur T2 atteint l'une des surfaces pleurales homolatérales avec au moins l'un des éléments suivants, tumeur confluente de la plèvre viscérale y compris la tissue, invasion du muscle diaphragmatique par chimie pulmonaire. T3, la tumeur atteint l'une des surfaces pleurales homolatérales avec au moins l'un des éléments suivants, invasion du fascia endothoracique, invasion intestinale, foyer solitaire envahissant les tissus mous de la paroi thoracique, atteinte non transmurale du myocarde. La tumeur T4 atteint les surfaces pleurales homolatérales avec au moins l'un des éléments suivants, invasion diffuse ou multifocale des tissus mous de la paroi thoracique, toute atteinte de côté, invasion à travers le diaphragme jusqu'au péritoine, invasion du rachis, invasion du péricarde, invasion du plexus brachial, et les ganglions sont notés N1, N0, N1, N2, et les métastases à distance M pour métastase, pas vrai, et M0 pour absence de métastase et M1 pour métastase à distance. Alors, il y a le comité mixte américain sur le cancer, pas vrai, qui a évidemment cancer localement agressif, difficile à traiter. Il existe des traitements palliatifs tels que la pleurodèse qui améliorent la qualité de vie des patients, entraînant une survie jusqu'à 12 mois. Les meilleurs résultats de la chimiothérapie ont été montrés dans un essai clinique randomisé qui a démontré l'association, un bénéfice de l'association de la cisplastrine et du prémétrexède avec une survie médiane, comme je viens de le dire tantôt, de 12 mois. Alors, les approches chirurgicales comprennent la pneumonectomie extrapleurale et la pleurectomie décortication. Alors, la pneumonectomie extrapleurale constitue à réséquer en bloc les poumons, les plaies pariétales et viscérales, une partie du péricarde, de l'hémidiaphragme homolatéral, associée à une mortalité de 3 à 4%, tandis que la pleurectomie décortication implique une résection des plaies pariétales et viscérales avec ou sans résection du péricarde et du diaphragme est associée à une mortalité de 1 à 2%. Ces deux approches sont généralement à égalité, mais il n'existe pas d'études jusqu'à présent permettant de confirmer cette affirmation. Généralement, la pleurectomie décortication est réservée aux malades à haut risque. Quelle que soit l'approche, les résultats du traitement chirurgical sont décevants. Il faut privilégier l'utilisation de traitements multimodal associant la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Cette approche est généralement préconisée pour les mésothélioma malins épithéliomiques de stade 1 à 3, tandis que ce traitement multimodal, tandis que pour le stade 4 et l'histologie sarcomatoïde, ils sont généralement traités de manière palliative par la chimiothérapie seule. Certains centres utilisent une chimiothérapie intrapleurale au moment de l'intervention. Alors, les survies médianes obtenues avec diverses combinaisons de traitements multimodales varient de 9 à 26 mois. Certains sous-groupes
comme le patient présentant une histologie épithéliale, ont une survie médiane de 26 mois.